Durant la fin d'année 2023, mon sommeil s'est grandement dégradé. Et très régulièrement, il m'arrivait de veiller pendant plusieurs heures en étant absolument incapable de trouver le sommeil. Ce qui était complètement nouveau pour moi. Je n'avais jamais été confronté à ce genre de problème auparavant. Inévitablement, cela minait mon énergie et ma motivation, à tel point que je me suis lancé dans un grand nombre de recherches et expériences personnelles dans le but de comprendre la science qui se cache derrière un sommeil de qualité. À travers ces recherches, j'ai testé de nombreuses astuces et habitudes, et si certaines se sont avérées extrêmement bénéfiques, d'autres n'ont pas vraiment eu les effets escomptés. Mon objectif avec cette vidéo est de vous partager 7 habitudes que j'ai personnellement mises en place dans ma propre routine, et qui m'aident vers un endormissement rapide et un sommeil de qualité. En espérant que cela vous aide à mieux dormir, c'est parti. Il y a une situation très classique que la grande majorité d'entre nous ont probablement déjà expérimentée. Nous décidons d'aller nous coucher car nous devons nous lever à une certaine heure le lendemain. Mais une fois au lit, impossible de trouver le sommeil. C'est comme si toute sensation de fatigue avait soudainement complètement disparu. Et nous nous retrouvons ainsi à contempler le plafond pendant plusieurs dizaines de minutes sans résultat. Si ce phénomène est récurrent, il peut sans aucun doute clairement altérer notre énergie en entravant nos heures de sommeil. Et si plusieurs raisons peuvent expliquer ceci, l'une des plus intéressantes serait liée à un mécanisme appelé homéostasie du sommeil. C'est une conséquence évolutive que je trouve assez incroyable de notre cerveau et gérée par une molécule nommée adénosine, et c'est en quelque sorte un signal qui indique à notre cerveau quand il est temps pour nous de nous reposer. Dans notre journée, au fur et à mesure que nous réfléchissons et que nous agissons, cette adénosine s'accumule petit à petit, et elle vient signaler de plus en plus fort à notre cerveau que nous sommes fatigués, et à partir d'un certain point que nous devrions probablement aller dormir. Et cette adénosine accumulée serait alors éliminée en quasi-totalité en obtenant le sommeil dont nous avons besoin, recommençant ainsi le cycle jour après jour. Mais il y a quelque chose auquel l'évolution du sommeil semble ne pas s'être encore complètement adaptée. Les week-ends. Le fonctionnement de notre société semble nous encourager à une certaine variabilité dans nos horaires de réveil et de coucher, que ce soit à travers le travail ou bien simplement à travers les tendances sociales. Et malheureusement, du point de vue du sommeil, cette grande variabilité des horaires de repos pourrait perturber notre homéostasie du sommeil, ce qui compliquerait l'endormissement et nuirait à notre récupération. Personnellement, j'avais bien évidemment l'habitude de toujours saisir les occasions pour dormir et me réveiller plus tard, en dehors de mes contraintes liées à mes études. Et même en pensant compenser mon potentiel manque de sommeil accumulé pendant la semaine, cette variabilité déréglerait inévitablement ma libération d'adénosine dans mon cerveau, ce qui m'empêchait d'obtenir le sommeil dont j'avais besoin de manière régulière. Suite à mes recherches, j'ai donc commencé il y a quelques mois à instaurer un rythme de sommeil. Je me lève donc tous les jours à la même heure et je me couche tous les soirs à la même heure, même les week-ends. Cela permettrait entre autres à mon adénosine de s'accumuler de manière régulière et d'atteindre le point de rupture, le point où je souhaite aller dormir, à peu près tous les soirs à la même heure, ce qui facilite grandement l'endormissement et améliorerait même la qualité de ce sommeil à long terme. Et le plus nous pouvons synchroniser nos habitudes avec ces mécanismes de notre corps, le moins nous serions susceptibles de nous retrouver étrangement éveillés à 3h du matin en contemplant le plafond. Si vous souhaitez instaurer un rythme de sommeil, voici les 2 clés qui m'ont personnellement beaucoup aidé dans cet objectif. Premièrement, j'ai choisi un rythme qui me paraissait tenable sur le long terme, c'est-à-dire un rythme pas trop extrême et qui me permette d'obtenir les heures de sommeil dont j'ai besoin, donc 9 heures dans mon cas. Et deuxièmement, j'ai utilisé au début une alarme pour l'heure du coucher. Celle-ci sonnait en général 30 minutes avant l'heure prévue, ce qui me permettait de ne pas oublier tout en me laissant un peu de marge. De cette manière, je peux construire mon habitude du sommeil et m'endormir de plus en plus facilement. Le sport est l'une de ces habitudes ayant des bénéfices sur presque la totalité des aspects de notre santé. Et ses effets sur le sommeil sont très bien documentés à travers la recherche scientifique, notamment pour booster la qualité de notre sommeil ou encore notre vitesse d'endormissement. Donc plutôt sympa. Dans un monde idéal et pour une routine parfaitement scientifiquement optimisée, il semble que je devrais plutôt placer mon entraînement en début de matinée. Mais je trouve personnellement que commencer ma journée par du sport réduit ma productivité, je place donc ma séance plutôt en milieu de journée. Le point qui me semble important avec le sport est de ne pas réaliser celui-ci trop tard dans la journée, typiquement à 21h, car dans ce cas, l'augmentation du cortisol et de la température corporelle causée par celui-ci peut retarder l'endormissement. Après, si vous pouvez réaliser votre sport dès le matin, il semble que le cerveau puisse développer une forme d'anticipation pour l'entraînement à venir, car cette activité s'est déjà produite dans les jours précédents, s'ajoutant alors à notre pic d'énergie le matin, et par la même occasion facilitant le sommeil le soir grâce à la fatigue accumulée. Pour la petite anecdote, il y a quelques semaines, je suis parti faire une randonnée, une activité que je ne fais quasiment jamais. Bien évidemment, c'était supposé être un chemin facile, mais un chemin facile dans les Alpes, présenté comme facile par des montagnards, méfiance. Et bien évidemment, n'ayant absolument pas l'habitude, en rentrant le soir, j'étais explosé, et je me suis endormi en 5 minutes chrono. Le sport, en plus d'augmenter notre énergie pour le reste de la journée, donne une raison supplémentaire à notre corps pour se reposer, nous permettant ainsi un sommeil de qualité. Vous vous souvenez de l'adénosine, la molécule qui signale à notre cerveau que nous sommes fatigués? Eh bien, en tant qu'être humain moderne et orienté vers le progrès, nous avons fait la découverte d'une substance qui bloque l'accumulation de cette adénosine.
Elle se nomme caféine, et elle est actuellement la substance psychoactive la plus consommée au monde. Elle va littéralement bloquer le signal naturel de l'adénosine comme quoi nous devrions être fatigués, et nous permet de fonctionner comme si cette adénosine n'existait pas. Et paradoxalement, face à sa popularité, la caféine semble rester assez incomprise quant à ses effets. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait éviter de consommer de la caféine moins de 6 heures avant de dormir. Je partais donc du principe que les effets de la caféine perduraient pendant ces 6 heures. Mais ces 6 heures ne correspondent en réalité qu'à la demi-vie de cette substance, ce qui signifie qu'à ce stade, encore la moitié de la caféine est toujours présente dans notre corps. Et après cela, il faut encore 6 heures supplémentaires pour que les 3/4 de la quantité initiale soient éliminés. Donc admettons que je prenne une tasse de café à 16 heures, ce qui est assez tard, mais probablement pas au point de ruiner mon sommeil, n'est-ce pas ? Eh bien, en consommant cette tasse de café, à 22 heures, il y a de grandes chances pour que 50% de la caféine soit toujours présente dans mon corps. Et à 4 heures du matin, encore un quart de la caféine prise la veille à 16 heures se balade librement sur mes récepteurs. C'est durant ce même sommeil que mon corps se purge de l'adénosine accumulée pendant la journée, de manière à ce que je puisse me réveiller avec le maximum d'énergie. Et cette caféine encore présente dans mon corps pourrait probablement réduire, voire inhiber ce sommeil de qualité. Alors la simple modification que j'ai apportée à ma routine et qui m'a permis de ne pas mésuser cette caféine consiste simplement à ne pas en boire après l'heure du déjeuner, soit dans mon cas à peu près 10 heures avant mon heure du coucher. Après, il semble que ce point soit très variable en fonction des individus, certaines personnes pouvant même boire un café juste avant de dormir sans aucun problème. Je pense que l'idéal est donc de réaliser vos propres tests par vous-même. Ok, habitude 4, passer en mode sombre. Dans le but de comprendre pourquoi il semble si difficile de s'endormir certains soirs, je vous propose de revenir un peu en arrière, à peu près 200 000 ans dans le passé. À cette époque, il semble que les humains aient été un peu différents. Néanmoins, nos cerveaux auraient été assez similaires avec ceux de nous autres actuellement. Le soleil se couche et inévitablement, l'obscurité survient. Il ne reste plus que la lueur de la lune et le faible éclairage du feu de bois. Cette baisse de la luminosité serait alors captée par nos yeux et une hormone nommée mélatonine commencerait petit à petit à s'accumuler dans notre cerveau. Cette molécule particulièrement présente en l'absence de lumière serait notamment connue comme étant l'hormone du sommeil. Et de pair avec l'adénosine, tout devient alors favorable pour un sommeil de qualité. Mais de retour dans notre monde moderne, il semble que cette baisse de la luminosité soit bien plus marginale. Et notre environnement reste la plupart du temps assez lumineux bien après le crépuscule. Et avec cet éclairage provenant de nos technologies modernes, cela pourrait venir inhiber partiellement, voire totalement, nos sécrétions de mélatonine, en parallèle d'augmenter notre cortisol et notre épinéphrine, favorisant ainsi un état d'éveil et de vigilance. Cela ne serait donc pas idéal pour le sommeil. Alors personnellement, environ 2 heures avant d'aller me coucher, je passe dans ce que j'appelle le mode sombre. Donc l'idée est de baisser les lumières de mon environnement, en évitant le plus possible les lumières artificielles trop intenses et celles provenant des écrans. Contrairement au matin, il semble que nos yeux soient bien plus sensibles à la lumière, particulièrement sur la partie basse des yeux. Et c'est également pour cette dernière raison que certains chercheurs recommandent d'éviter les lumières provenant d'au-dessus de nos yeux le soir et de favoriser à la place des lumières basses. Si vous êtes un vrai barbare, vous pouvez même porter des lunettes de soleil le soir pour limiter encore plus cette lumière. Personnellement, je trouve ça un peu extrême, mais si jamais, c'est une astuce possible. Une dernière question que je me posais à ce stade de mes recherches est: dois-je simplement limiter la lumière des écrans le soir ou dois-je l'éviter complètement ? Car d'après le discours ambiant, il semble que la lumière bleue provenant des écrans soit littéralement fatale pour notre sommeil. Cependant, en écoutant des experts s'exprimer sur le sujet, il semble que la réalité soit un peu plus nuancée. D'après le professeur Russell Foster, spécialiste du sommeil et des rythmes circadiens, la lumière des appareils électroniques comme nos téléphones ou liseuses à une intensité proche du minimum n'aurait en réalité qu'un très faible impact sur notre endormissement. So the Harvard group got people to look at a Kindle on its brightest intensity for 4 hours just before bedtime on 5 consecutive nights, and it just statistically delayed sleep onset by 10 minutes. Personnellement, j'ai pris l'habitude de regarder un film certains soirs, tout en étant capable de m'endormir après coup sans trop de problèmes. Et de manière générale, si l'intensité de nos écrans est réduite au minimum, je pense que la différence sur l'endormissement se passerait plus au niveau du type de contenu consommé. Par exemple, si je joue à un jeu vidéo très stimulant cognitivement parlant, ou bien si je regarde des informations anxiogènes, cela n'est probablement pas idéal par rapport au fait de simplement regarder un podcast tranquille. L'une des principales raisons pour laquelle je peux passer plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures sans trouver le sommeil, est le fait de trop réfléchir. Réfléchir à mes projets, aux activités qui vont suivre, aux tâches que je ne dois pas oublier. Et une modification très simple qui m'a beaucoup aidé face à ces ruminations nocturnes est le simple fait de planifier mes tâches du lendemain. Lorsque ces tâches sont notées quelque part, je remarque qu'il est beaucoup plus simple pour moi de m'en détacher le soir venu. Simplement car je sais que je ne serai pas susceptible de les oublier. Et mon cerveau cesse donc de m'envoyer constamment des pensées liées au travail. Un autre point particulièrement efficace que j'ai mis en place pour améliorer la qualité de mon sommeil est de toujours faire en sorte de garder une chambre froide.
Pour pouvoir s'endormir et obtenir un sommeil de qualité, notre corps aurait besoin d'une baisse de sa température d'environ 1 à 3 degrés Celsius par rapport à la journée. Et dans cette optique, la plupart des papiers scientifiques sur le sujet indiquent qu'un environnement de sommeil aux alentours des 19 degrés serait une température relativement idéale pour la plupart d'entre nous. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est si difficile de dormir correctement durant les canicules, car la température de notre corps ne baisse pas suffisamment durant la nuit. Personnellement, j'ai tendance à mieux dormir lorsqu'il fait mine de rien assez froid. Typiquement, laisser la fenêtre ouverte en hiver ne me pose pas vraiment de problème. Et environ 1 à 2 heures avant mon heure du coucher, je fais en sorte d'aérer ma chambre histoire de faire tomber la température. Ainsi, lorsque ma tête se pose sur mon oreiller le soir venu, je suis capable d'obtenir le sommeil dont j'ai besoin. Lorsque j'ai publié la vidéo « Les 7 mythes qui ruinent notre sommeil », j'ai reçu de nombreux commentaires comme quoi la méditation a aidé et aide beaucoup d'entre vous à vous relaxer et à vous endormir le soir. Et en lisant tous ces témoignages, je me suis dit « Tiens, peut-être que je devrais donner une seconde chance à la méditation le soir », mais avec une approche un peu différente. L'idée derrière cela était de réserver un créneau avant l'endormissement, consacré à une activité dont le seul but était de me relaxer et de me préparer au sommeil. Et le point majeur que je retire de cette expérience est que la capacité à se relaxer est une compétence. Et je peux tout à fait améliorer cette capacité et progresser soir après soir. Que ce soit à travers la méditation, l'écoute de musique, la lecture, regarder un film, peu importe. Je pense que trouver une activité ou un moyen de faire tomber la pression en fin de journée et ainsi calmer notre système nerveux peut réellement être un vrai atout pour notre sommeil. Personnellement, je trouve tout ce qui est audio très efficace. Donc la musique, les sons d'ambiance ou même les podcasts. Et chaque soir, je prévois maintenant une demi-heure de marge supplémentaire pour pouvoir écouter quelque chose. Pour être tout à fait honnête, je ne le fais pas tous les soirs, je reste mine de rien assez flexible avec cette habitude. C'est simplement un outil que je me garde sous le coude et que je trouve particulièrement efficace. En tout cas, je vous encourage sincèrement à trouver une ou plusieurs activités pour vous relaxer le soir, afin de pouvoir bien finir la journée et profiter pleinement de votre nuit de sommeil. Voici donc les 7 habitudes qui constituent ma routine. Il existe encore de nombreuses autres astuces et habitudes pour améliorer notre sommeil, et cette liste constitue simplement ce qui fonctionne le mieux pour moi parmi tout ce que j'ai pu tester. Je vais être tout à fait honnête, je ne coche pas ceci chaque jour, il y aura des imprévus, des moments où je décalerai mes horaires, où je prendrai un café plus tard dans la journée, et je vois plutôt ces habitudes comme des lignes directrices. Mon but avec cette vidéo était de compléter la dernière que j'ai publiée sur le sujet, donc les 7 mythes qui ruinent notre sommeil. De cette manière et avec ces 2 vidéos, vous pouvez avoir une bonne vision d'ensemble de ce qui peut entraver et à l'inverse aider à améliorer la qualité de votre sommeil. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine.